Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà senti déçu par votre reflet? Si quelqu'un vous offrait la chance de laisser tomber votre apparence actuelle et de recommencer une nouvelle vie, que feriez-vous? Je pense que beaucoup de gens diraient oui sans hésiter. Mais si le prix à payer était de devoir abandonner votre famille, vos amis et tout ce qui vous est familier, alors beaucoup hésiteraient probablement. Car le changement, si facile à dire et si difficile à faire, parfois même terrifiant. Le personnage principal de l'histoire d'aujourd'hui est une jeune femme américaine ordinaire qui a toujours souffert de son apparence. Les regards qu'elle a subis, en particulier la douleur causée par les personnes les plus proches, l'ont finalement poussée à prendre une décision courageuse. Plutôt que de continuer ainsi, elle irait dans un endroit où personne ne la connaîtrait et deviendrait une toute nouvelle personne. C'est ainsi qu'elle a entrepris seule un voyage en France. Là-bas, sa vie a connu d'énormes changements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, à tel point que même sa mère, lors de leurs retrouvailles, ne l'a pas reconnue. C'est l'histoire d'une jeune femme extraordinaire. Maintenant, écoutons-la ensemble. Bonjour, je suis Sophie. J'étais une jeune femme française ordinaire qui voulait juste être acceptée. Mon histoire commence quand j'étais très jeune. Dès mon enfance, j'entendais souvent les gens dire que j'étais mignonne. Les professeurs de maternelle me pinçaient les joues en disant « Tes joues rondes sont si adorables ». Lors des réunions de famille, les proches me serraient dans leurs bras en riant et en disant « Notre Sophie est vraiment à croquer ». À l'époque, je n'avais aucune idée de l'impact que ces mots auraient sur mon estime de moi. En y repensant maintenant, ce n'étaient pas des compliments, mais plutôt une évaluation de ma silhouette. J'avais hérité du physique généreux de ma mère, et ma mère n'en avait absolument pas honte. Une silhouette dodue est un signe de bonheur, disait-elle toujours en riant. L'image de ma mère est encore gravée dans ma mémoire. C'est peu être pour cela que notre table était toujours remplie de plats riches en calories. Les pâtes à la crème préparées avec amour par ma mère, les croque-monsieur au fromage, les frites croustillantes. Ces aliments étaient remplis de l'amour de ma mère. Mais en y repensant, ils bloquaient aussi lentement mon chemin de vie. Mon enfance à l'école primaire fut plutôt heureuse. Parmi les enfants, la personnalité et l'habileté au jeu étaient plus importantes que l'apparence. Même si je ne courais pas vite, je me cachais toujours longtemps à cache-cache. Mes amis disaient que Sophie est vraiment une amie géniale. Mais cette tranquillité n'a pas duré longtemps. Au collège, mon corps est devenu encore plus imposant. Et le regard de mes amis a commencé à changer. La première fois que j'ai entendu « tu devrais maigrir », c'était pendant un cours de sport lors d'un test de corde à sauter. J'ai arrêté de sauter à mi-parcours, à bout de souffle. Le professeur a dit devant toute la classe « on dirait que tes chevilles ne supportent pas ton poids ». À cet instant, toute la salle est devenue une mer de rire et je n'ai pu rien dire. En marchant dans les couloirs, j'ai commencé à entendre des chuchotements derrière mon dos. Qu'est-ce qu'elle mange pour devenir comme ça? Si tu manges ça, tu deviendras grosse comme elle. Ces mots résonnaient dans mes oreilles. Le plus douloureux, c'était l'heure du déjeuner. En faisant la queue, les élèves devant et derrière moi maintenaient subtilement leur distance. Chaque fois que je prenais de la nourriture, j'avais l'impression que les gens me disaient « Tu vas vraiment manger autant ?» avec des regards mal à l'aise. À la maison, même si je pleurais, ma mère ne semblait pas comprendre la vraie raison de mes larmes. « Tu es la plus belle fille du monde », disait-elle en me donnant à nouveau des frites. Ce réconfort me faisait encore plus de mal. Pourquoi ma mère voulait-elle seulement m'aimer tel que j'étais et ne m'aidait-elle pas à changer? Cette pensée ne cessait de tourner dans ma tête. À l'adolescence, mes camarades de classe sont devenus encore plus cruels. Une fois, après avoir répondu en cours de maths, quelqu'un a murmuré « Son cerveau n'est pas rempli que de calories, n'est-ce pas ?» Une autre fois, j'ai trouvé une publicité pour un livre de régime dans mon casier. À l'heure du déjeuner, je me cachais souvent seul dans les toilettes pour pleurer. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à ma mère que je voulais maigrir, mais sa réaction m'a déçu. « Tu n'es qu'une silhouette généreuse. Tu n'as pas besoin de ce genre de régime », a-t-elle dit en passant outre. Pour la première fois, j'ai explosé contre ma mère. « Maman, tu sais à quel point c'est difficile pour moi à l'école ?» Finalement, j'ai commencé à chercher des méthodes par moi-même. J'ai cherché des informations sur les régimes sur Internet et j'ai secrètement acheté des pilules amaigrissantes avec mon argent de poche.
Mais les mauvaises informations et le jeûne excessif ont commencé à nuire à ma santé. Maux de tête et vertiges survenaient fréquemment. Au bout d'un moment, la conseillère d'orientation de l'école m'a convoqué. Récemment, ta concentration en classe a beaucoup diminué, a-t-elle commencé, et la conversation a finalement abouti à mon état physique et mental. Avec l'aide de la conseillère, j'ai commencé à suivre une thérapie psychologique pour adolescents, mais ma vie scolaire ne s'est pas améliorée. Au contraire, j'avais l'impression d'être étiqueté comme une élève à problème. Je ne pouvais plus le supporter et j'ai explosé contre ma mère. « Tout est de ta faute, maman. Ces plats, cette table, pourquoi maman m'a-t-elle rendu comme ça ?» Ma mère a alors versé des larmes, mais j'étais déjà complètement effondré. À partir de ce jour, l'ambiance familiale est devenue encore plus gênante. Ma mère a essayé de changer les plats sur la table, mais c'était comme construire un château de sable devant des vagues déchaînées, impuissant. Au lycée, j'ai décidé de ne plus me regarder dans le miroir. Le miroir de la salle de bain était couvert d'une serviette, et je ne prenais absolument pas de photos. Mes amis et moi nous sommes aussi de plus en plus éloignés. Il est devenu plus confortable de s'asseoir seul en classe. À l'heure du déjeuner, je lisais des livres à la bibliothèque. Plus tard, j'ai senti que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai consulté un psychiatre pour la première fois et j'ai reçu un diagnostic de dépression modérée ainsi qu'une ordonnance. Avec ce diagnostic, je pouvais moins aller à l'école. J'ai commencé une vie où je restais la plupart du temps dans ma chambre, ne regardant que des vidéos en ligne. Mais un jour, l'algorithme de la plateforme vidéo m'a recommandé des vidéos de femmes françaises sur la gestion de soi. Au début, je les regardais par curiosité, mais peu à peu, je suis devenu accro à ce contenu. Les vidéos de femmes françaises ne montraient pas un simple régime, mais des méthodes de soins personnels complètement différentes. Non seulement l'apparence, mais aussi la peau, les habitudes alimentaires, la façon de parler, la posture et surtout le concept de s'aimer soi-même m'ont profondément attiré. Elles se prenaient en charge pour s'aimer, pas pour se détester ou se maltraiter à cause du regard des autres. En regardant ces vidéos, j'ai eu cette pensée pour la première fois. Je veux aussi aller dans un tel monde. Je veux recommencer dans un endroit où personne ne me connaît. La France était un pays trop étranger pour moi, mais c'est précisément pour cela que cela semblait si attrayant. Un endroit où personne ne connaît mon passé, un endroit où je peux recommencer. Ce désir est devenu de plus en plus fort. Un jour, avant la fin du lycée, j'ai commencé à organiser mes pensées sur l'avenir. Mon avenir en tant qu'étudiante universitaire était encore flou. Même si j'entrais à l'université, je n'étais pas sûr de pouvoir recommencer avec cet état physique et mental. C'est alors que les vidéos françaises ont de nouveau touché mon cœur. Et si je partais d'ici, devenir une toute nouvelle personne dans un environnement complètement étranger. Le jour de la remise des diplômes du lycée, j'ai annoncé lors du repas de famille que j'allais en France. Ma mère a été choquée et s'est opposée avec véhémence. « Quelles sont ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que la France? Tu ne connais personne là, bah. » Mais mon père, me regardant dans les yeux, m'a demandé « Tu veux vraiment y aller ?» Quand j'ai hoché la tête, mon père m'a écouté en silence. Puis, après une longue réflexion, a dit « Tu as dû y réfléchir longtemps. Si c'est le changement dont notre fille a besoin, ton père t'aidera. » C'est ainsi que, pour la première fois, j'ai commencé à faire mes bagages pour un nouveau départ, pas pour fuir. Je ne parlais pas un mot de français, à part quelques salutations de base. Mais même cette langue étrangère me semblait être un symbole de renouveau. Le jour où j'ai eu mon billet d'avion pour la France, je me suis tenu devant le miroir pendant une longue période, me faisant face, puis j'ai murmuré « Maintenant, je vais vraiment chercher la vraie moi ». Après avoir serré mes parents dans mes bras à l'aéroport, j'ai de nouveau pris la résolution de changer. L'atterrissage à l'aéroport Charles de Gaulle a été un choc. La France que j'avais imaginée à travers les vidéos YouTube et les recherches Google était complètement différente de ce que je voyais. L'espace immense de l'aéroport, les annonces en français que je ne comprenais pas, la foule de gens pressés, tout cela m'oppressait. Le premier jour, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas pouvoir le supporter. Les odeurs, la langue, les expressions étaient toutes différentes et même les rues me semblaient menaçantes. Aux États-Unis,
J'étais une grosse fille, mais ici, je n'étais pas seulement grosse, j'étais une étrangère totale. La première nuit dans l'appartement loué où j'allais vivre, j'ai surplombé Paris depuis la fenêtre. Comme j'étais sur une colline, j'avais l'impression de pouvoir voir tout Paris en un coup d'œil. La jungle de gratte-ciel s'étendant à l'infini et les lumières scintillantes m'ont donné l'impression d'être sur une autre planète. Pour la première fois, je me suis demandé « Qu'est-ce que je fais ici ?» Assise seule sur le lit, retenant mes larmes, j'ai décidé de prendre des mesures drastiques. J'avais déjà investi l'argent de mon cadeau de fin d'études et le soutien financier de mon père pour venir en France. Je n'avais ni l'argent pour rentrer, ni l'envie de rentrer. Le lendemain matin, je suis allé chercher le salon de beauté que j'avais vu sur YouTube. Situé dans un immeuble moderne près des Champs-Élysées, il était plus luxueux que je ne l'avais imaginé. Au début, j'avais peur d'y entrer. Quand j'ai dit un timide « bonjour », la réceptionniste m'a étonnamment répondu lentement en anglais. « Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi des membres étrangers. » C'est ainsi que je me suis inscrite à un programme de 5 mois. En voyant le prix, j'ai eu le cœur glacé. Il fallait que je trouve un travail rapidement. La première expérience au salon de beauté a été choquante. La coach personnelle a regardé mes valeurs de composition corporelle et a dit « Oh, c'est vraiment impressionnant ». À cet instant, mon visage a rougi, mais les mots suivants m'ont un peu rassuré. « Ne vous inquiétez pas, les gens qui viennent ici ont tous du mal au début. Changeons pas à pas ensemble. » Le premier menu alimentaire était vraiment étrange. Pas de salade ni de grillade, mais des plats sains français. Riz complet et toutes sortes de légumes cuits à la vapeur, fruits de mer inconnus et la soupe de légumes qui apparaissait tous les jours. Au début, le goût était difficile, mais étrangement, j'ai commencé à m'y habituer lentement. Comme le soutien financier de mon père n'était pas suffisant, j'ai commencé à chercher un travail où je pouvais utiliser mon anglais. J'ai commencé à travailler à temps partiel dans un petit salon de thé près des Champs-Élysées. Au début, je ne savais même pas prononcer le menu et je faisais constamment des erreurs en ne comprenant pas les commandes des clients. Chaque fois que je remettais une boisson, j'avais l'impression que les gens disaient quelque chose rien qu'en regardant mes mains. Mais étrangement, contrairement aux États-Unis, les Français étaient étonnamment polis. « Ça va, prenez votre temps », disait-il, et ces mots me touchaient beaucoup. Une cliente, lorsque j'ai confondu sa commande, m'a dit « C'est pas facile de travailler en France quand on vient d'un autre pays. C'est vraiment impressionnant. » À cet instant, j'ai failli pleurer. Peu à peu, je me suis aussi familiarisé avec mes collègues de travail. Sophie, la préparatrice de thé, m'a particulièrement beaucoup aidé. « Sophie, aujourd'hui je vais t'apprendre une nouvelle façon de faire la mousse de lait. » Elle restait même après le travail pour m'apprendre cela. Ces petites attentions se sont accumulées et j'ai aussi commencé à apprendre un peu de français. Le chemin en côte pour rentrer chez moi après le travail et le salon de beauté était vraiment comme un enfer. Je me levais tous les matins à 5 heures pour participer au cours du matin du salon, travailler l'après-midi au salon de thé, puis retourner au salon le soir. C'était physiquement très difficile. Les douleurs musculaires me tourmentaient et parfois je me sentais impuissante. Mais le plus difficile, c'était la solitude. Chaque soir, en remontant la difficile côte pour rentrer à mon appartement loué, allongé sur mon lit, les souvenirs de ma famille et des États-Unis affluaient comme une marée. En regardant les photos de la vie universitaire de mes anciens amis sur les réseaux sociaux, je m'endormais. Est-ce que la décision que j'ai prise est la bonne? Cette question persistait. Au deuxième mois, de petits changements ont commencé à apparaître. En me regardant dans le miroir le matin, mon visage semblait un peu différent. Le gonflement avait diminué et la ligne de ma mâchoire semblait un peu plus définie. Au salon de thé, j'avais aussi mémorisé le menu et réduit les erreurs. Je pouvais parler avec les clients en français simple. Parmi les clients réguliers du salon de thé, il y avait un groupe d'étudiants universitaires. Pour pratiquer leur anglais, ils commandaient délibérément avec moi. Un jour, l'une d'elles, nommée Camille, m'a dit « On va faire du shopping à Montmartre ce week-end, tu veux venir ?» C'était la première fois que quelqu'un m'invitait à sortir. La coach a aussi dit « Il faut parfois changer d'air » et m'a permis d'y aller le week-end. Montmartre était pleine de vie. J'ai goûté à la street food, visité des boutiques uniques et même pour la première fois, je suis allé au karaoké.
Camille et ses amis m'ont expliqué beaucoup de choses pour que je puisse m'adapter à la culture française. Ce jour-là, pour la première fois en France, j'ai ri sincèrement. Au 3e mois, une collègue de travail au salon de thé a soudain dit « Sophie, ta peau est devenue si lumineuse récemment. Tu mets quelque chose ?» En me regardant dans le miroir, le teint de ma peau avait vraiment changé. La vie régulière, la nourriture française et le programme du salon portaient leurs fruits petit à petit. Mes vêtements ont aussi commencé à être plus amples et mon poids est progressivement sorti de la catégorie de l'obésité. La coach du salon observait constamment ces changements. « Sophie, si tu continues à ce rythme, dans 8 mois, tu seras une personne complètement différente. » Un jour, Camille, que j'avais rencontrée au salon de thé en voyant les changements dans mon apparence, est officiellement devenue mon coach beauté à la française. Après le travail, elle m'emmenait dans les magasins de maquillage et me recommandait tout, des produits de maquillage de base aux produits de maquillage colorés. La peau de Sophie est lumineuse, cette teinte devrait lui aller très bien. Après m'être maquillée sérieusement pour la première fois, mes yeux sont devenus plus lumineux. Selon les conseils de Camille, j'ai attaché mes cheveux et la ligne de ma mâchoire que je ne voyais pas auparavant est apparue. Les clients habituels du salon de thé ont aussi remarqué les changements et ont commencé à dire « Vous êtes devenue jolie ». Au début, ces mots étaient étranges, je n'osais pas y croire. Jusqu'à présent, le mot « jolie » était principalement entendu comme un synonyme de mignonne ou comme une consolation pour ma silhouette. Mais cette fois, c'était différent. J'avais l'impression que c'était un compliment sincère. J'ai commencé à prendre des selfies que j'avais abandonnées depuis près de 10 ans. La photo que j'ai prise avec Camille au jardin des Tuileries m'a choqué. Sur la photo, il y avait une femme souriante et inconnue. C'était moi. Quand j'ai envoyé cette photo à mes parents, ma mère a répondu par SMS. « Tu as l'air vraiment heureuse ». C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement changé de poids, mais que l'espoir grandissait en moi. C'était la première fois que je souriais sincèrement dans cette ville de Paris inconnue. Environ 6 mois après mon arrivée en France, des changements significatifs sont apparus dans mon corps. En suivant honnêtement le programme du salon, en menant une vie régulière et en m'adaptant à la cuisine française, le chiffre sur la balance a considérablement diminué. Mon reflet dans le miroir avait changé. Mais le changement le plus important n'était pas ces chiffres ou mon apparence, mais ce qui s'était passé dans mon cœur. Quand un client du salon de thé disait « Sophie, vous êtes très jolie aujourd'hui », je ne savais pas comment réagir car c'était étrange. Aux États-Unis, je n'avais entendu que ma mère me dire des mots de réconfort comme « Ça va, tu es assez bien comme tu es ». Mais en France, les gens reconnaissaient la Sophie qui changeait un peu chaque jour et complimentaient même les moindres détails. Le gérant du salon de thé disait « L'expression de Sophie est plus lumineuse récemment ». Les clients semblent aussi l'apprécier davantage. Ces compliments se sont accumulés et mon estime de moi a augmenté petit à petit. L'habitude de ne regarder que le sol en parlant a disparu. Je pouvais regarder les gens dans les yeux. Au salon de thé, même si je faisais des erreurs, je ne paniquais pas et pouvais sourire. Mes conversations avec mes amis sont devenues plus confiantes. Camille et ses amis m'ont emmené à toutes sortes de rassemblements. Soirées cinéma, clubs de lecture et même des groupes d'études du français. Au début, je ne comprenais pas toutes les conversations et j'étais frustré, mais ils attendaient patiemment. C'est aussi à partir de cette période que j'ai commencé à apprendre le français. J'étais étonné par la structure systématique des lettres et de la phonétique française. Le processus d'apprentissage de l'écriture me semblait créer une œuvre d'art. Un jour, en travaillant au salon de thé, j'ai failli renverser du thé sur les vêtements d'un client. Aux États-Unis, c'était la pire situation imaginable, impensable. Mais ce client, loin de se fâcher, s'est inquiété pour moi. « Ça va ? Vous avez dû avoir peur. » À cet instant, les larmes ont coulé de mes yeux. Je ne savais pas à quel point cette petite compréhension et cette gentillesse m'avaient réconforté. À partir de ce moment, j'ai commencé à prêter attention à la façon de se comporter des Français. J'ai commencé à observer plus profondément. Camille réfléchissait avant d'exprimer son opinion dans une conversation. Sophie, même lorsque le salon de thé était très occupé, montrait toujours un sourire sincère à chaque client.
Ils pratiquaient naturellement cette petite attention appelée savoir-vivre. Au fil du temps, mon apparence a encore changé. Sous la direction de la coach, j'ai commencé un entraînement intensif et ma silhouette est devenue de plus en plus tonique. Camille et ses amis me recommandaient chaque jour des vêtements de style différents et les week-ends, ils m'aidaient à faire du shopping. Aux États-Unis, je portais toujours des vêtements amples de grande taille, mais en France, j'ai essayé pour la première fois des vêtements ajustés. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Plus je me concentrais sur les changements extérieurs, plus je me sentais vide intérieurement. Même en portant des vêtements élégants et en me maquillant parfaitement, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. J'avais l'impression de porter un masque. C'est alors que, près du salon de thé, dans la rue, j'ai accidentellement été témoin d'une scène. Une Française, dont la silhouette ressemblait à celle que j'avais autrefois, marchait en riant avec des amis, sans maquillage. Étonnamment, l'attitude des gens autour d'elle était complètement différente. Ses amis mettaient leurs bras autour de ses épaules et l'écoutaient sincèrement chaque fois qu'elle parlait. Les passants ne la regardaient pas étrangement ou ne chuchotaient pas sur elle. Elle était aimée telle qu'elle était. Ce soir-là, de retour à mon appartement loué, je me suis tenu devant le miroir et, en regardant mon visage sans maquillage, je me suis demandé « Est-ce que je m'aime vraiment ? Ou est-ce que je ne fais que rechercher l'apparence que les autres approuvent ?» Cette question a touché le plus profond de mon être. Je devais apprendre à accepter et à aimer la Sophie originelle, comme cette Française. À partir du lendemain, j'ai commencé à regarder la France avec un point de vue légèrement différent. Les gens que je croisais dans la rue, les clients du salon de thé, les membres du salon de beauté, je me suis plus concentré sur leurs attitudes et leurs comportements que sur leur apparence. J'ai réalisé que la vraie beauté n'était pas l'apparence, mais ces personnes qui me faisaient sourire. La façon de parler humble de mes amis français me semblait très charmante. Je ne suis pas sûr, mais peu, être que l'on pourrait penser comme ça. Combien d'attention et de respect ces expressions contenaient-elles? J'ai ressenti leurs habitudes soignées, leur façon de respecter les rendez-vous à la lettre, leur attention en partageant la nourriture. Tout cela se présentait à moi d'une nouvelle manière. Naturellement, j'ai commencé à moins me maquiller. Au lieu d'un fond de teint épais, j'appliquais juste un léger correcteur. Le maquillage des yeux était aussi minimaliste. Pour les vêtements, je préférais les styles simples et confortables aux styles ostentatoires. Plus que mon apparence, j'ai commencé à prêter attention à ma santé intérieure, à mes pensées, à ma façon de parler. Un client du salon de thé m'a dit un jour « Vous êtes vraiment gentille ». Cette phrase m'a étrangement touché. Être complimenté pour mon comportement et mon attitude me procurait une plus grande joie que pour mon apparence. Un an plus tard, la coach du salon de beauté m'a fait une proposition spéciale. Elle voulait que je fasse une présentation de cas de réussite pour d'autres membres étrangers. Au début, j'avais peur, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai accepté. En préparant la présentation, j'ai revu mon parcours d'un an. Le jour de la présentation, j'ai commencé en français simple, puis j'ai partagé mon histoire en anglais. La plus grande leçon que j'ai apprise en France est que le vrai changement ne commence pas par l'apparence, mais par l'intérieur. Bien sûr, les changements physiques sont aussi importants, mais cela ne suffit pas. Ce qui est plus important, c'est l'état d'esprit de se respecter et d'être attentionné envers les autres. Après cette présentation, de nombreux étrangers ont commencé à me demander conseil. Non pas de simples techniques de régime ou de fitness, mais des questions sur l'adaptation en France et les différences culturelles. J'ai sincèrement partagé ce que j'avais vécu. Au cours de ce processus, j'ai senti que je grandissais encore plus. Mes compétences en français se sont aussi considérablement améliorées. Maintenant, non seulement je peux avoir des conversations simples, mais je peux aussi exprimer des émotions complexes. En travaillant avec Sophie au salon de thé, parler français avec les clients n'était plus effrayant. Au contraire, les moments où je plaisantais et riais en français ont augmenté. Complètement adapté à la France, j'ai commencé un nouveau défi. Je me suis inscrite à un cours intensif de français pour étrangers offert par une université française. Je travaillais au salon de thé le jour et suivais des cours le soir, menant une vie bien remplie, mais ces moments étaient si précieux. Rencontrer des gens de différents pays en classe et apprendre le français ensemble m'a ouvert un nouveau monde.
Dans cette classe, j'ai rencontré Olivia, une étudiante américaine, avec qui je suis devenu particulièrement proche. Olivia et moi avions des antécédents étonnamment similaires. Elle a aussi dit qu'elle était venue en France à cause de problèmes de poids. Originaire du Texas, elle, comme moi, avait été victime de harcèlement à l'école et avait choisi l'Europe pour un nouveau départ. Nous nous sommes mutuellement reconnus dans nos histoires et nous nous rencontrions et discussions souvent. Nous nous promenions ensemble le long de la Seine et parfois nous cuisinions ensemble des plats américains qui nous manquaient. Un jour, Olivia m'a demandé « Sophie, pourquoi ne te maquilles-tu presque plus ces derniers temps ?» Depuis que je suis venu en France, je me maquille au contraire davantage, car les gens ici semblent accorder plus d'importance à l'apparence. J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu « Avant, je me maquillais pour cacher mon apparence, mais maintenant, j'ai commencé à aimer la Sophie originelle. Le maquillage n'est qu'un moyen de s'exprimer, ce n'est plus un lieu de fuite. » Les yeux d'Olivia brillaient. « Waouh, c'est vraiment génial! Je veux aussi devenir comme ça. » En fait, le matin, si je ne me maquille pas, je n'ose toujours pas sortir de chez moi. À cet instant, j'ai réalisé que ce que j'avais trouvé en France n'était pas un simple changement d'apparence, mais une façon de m'accepter et de m'aimer moi-même. Et maintenant, je pouvais le partager avec d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes. Lorsque je suis venu en France pour la première fois, je n'avais même pas vraiment vu les cerisiers en fleurs. Sans m'en rendre compte, 2 ans s'étaient écoulés et les cerisiers étaient de nouveau en pleine floraison. Mes amis et moi sommes allés admirer les fleurs au jardin du Luxembourg. Au milieu des fleurs éclatantes, Camille m'a prise en photo. En voyant cette photo, j'ai été choqué. Mon jean et mon t-shirt de blanc, mes cheveux simplement attachés, et moi, souriante naturellement, sans aucun style particulier. J'ai vraiment trouvé ça beau. Le sourire sur cette photo était complètement différent de mon sourire d'avant. Ce n'était pas un sourire forcé, mais un sourire qui semblait sincèrement heureux. C'est moi qui ai ressenti ce changement en premier. La raison du changement de mon sourire n'était pas mon apparence, mais mon cœur qui avait changé. Ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir pendant une longue période, me regardant attentivement. Avant, mon reflet dans le miroir me semblait étranger et inconfortable, mais maintenant, cette apparence me semblait naturelle. Je me suis dit, maintenant j'ai vraiment trouvé la vraie moi, puis une pensée m'est soudainement venue à l'esprit. Pour la première fois, je voulais que mes parents voient mon visage. Depuis que j'avais quitté les États-Unis, je n'avais jamais fait d'appel vidéo. Nous restions en contact par SMS et parfois par des appels vocaux. Ma mère avait proposé plusieurs fois des appels vidéo, mais j'avais toujours trouvé des excuses pour refuser. Mais maintenant, c'était différent. Je voulais montrer à mes parents mon changement. Non pas un simple changement d'apparence, mais le changement de mon cœur, le reflet d'une fille qui avait retrouvé confiance en elle. Soudain, mon cœur a commencé à s'exciter. Et si je surprenais mes parents? C'est ainsi que j'ai prévu de retourner aux États-Unis. J'ai demandé un congé au gérant du salon de thé, promettant de revenir. En cherchant des billets d'avion et en faisant des projets, je me sentais de plus en plus légère. Maintenant, j'avais l'impression d'être prête à retourner fièrement à l'endroit que j'avais fui. Je me suis tenu devant le miroir et je me suis promis. Maintenant, il est temps de rentrer, en étant la vraie moi. À cet instant, tout ce voyage a eu un sens. Le changement d'apparence n'était que le début. Le vrai changement s'était produit dans mon cœur. J'ai réalisé cela. Le jour où j'ai décidé de partir pour les États-Unis et que j'ai réservé mon billet d'avion, mon cœur battait la chamade. 2 ans plus tard, l'idée de retourner dans ma ville natale me semblait incroyable. J'ai annoncé aux collègues du salon de thé que j'allais aux États-Unis et tout le monde m'a félicité. Sophie m'a offert un thé français traditionnel en disant « S'il te plaît, donne-le à tes parents ». Camille et moi avons fait mes valises ensemble, choisissant la meilleure tenue à montrer à mes amis américains. Quand j'ai appelé mes parents pour leur dire que je rentrais aux États-Unis, ma mère a sangloté au téléphone. « Vraiment, on va enfin revoir notre fille ?» J'ai répondu en riant « Oui, maman, mais je veux vous surprendre à l'aéroport et vous montrer en personne. » En fait, la plus grande raison était de vouloir voir cette expression de surprise de mes propres yeux. En attendant mon avion à l'aéroport de Roissy, j'ai repensé aux 2 dernières années.
La peur et la solitude quand j'étais arrivé dans ce pays, et les changements et la croissance que j'avais trouvés lentement, tous ces moments sont devenus une partie de moi. Sans m'en rendre compte, la France n'était plus un simple pays étranger pour moi, mais était devenue une partie de ma vie. À mon arrivée à l'aéroport de Los Angeles, je me suis senti à la fois étrangère et familière. Les annonces en anglais me semblaient étranges, et les silhouettes et les comportements des gens étaient différents de ceux de France. J'ai ressenti un choc culturel. Après avoir passé les formalités d'immigration et être sorti du hall des arrivées, j'ai vu mes parents de loin tenant une pancarte. Ma mère allait et venait dans le hall des arrivées, me cherchant, mais même si j'étais juste devant elle, elle ne m'a pas reconnu. Je me suis tenu silencieusement devant ma mère et j'ai dit « Maman ». En entendant ces mots, ma mère m'a regardé puis s'est assise là. C'est notre fille. Les larmes aux yeux, ma mère a pris mon visage dans ses mains. Mon père me regardait aussi avec une expression incrédule. Dans la voiture pour rentrer à la maison, ma mère n'arrêtait pas de me toucher, vérifiant « C'est vraiment notre fille? Comment as-tu autant changé ?» J'ai répondu en riant « Maman, c'est vraiment moi. Seulement mon apparence a changé, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Car non seulement mon apparence, mais aussi mon intérieur est complètement différent. » En arrivant à la maison, les voisins se sont rassemblés pour m'accueillir. Tout le monde était étonné de mon changement. Les questions affluaient comme des vagues. « Comment as-tu autant maigri? Qu'est-ce que tu as mangé en France? As-tu fait de la chirurgie esthétique ?» Ces questions me mettaient un peu mal à l'aise. On avait l'impression de me considérer comme une personne dont seule l'apparence avait changé. Ce soir-là, toute la famille s'est assise et j'ai partagé mon histoire en France. De la peur de mon arrivée à mon travail au salon de thé, les souvenirs avec mes amis et tout ce que j'avais appris. Après avoir fini de parler, toute ma famille pleurait. Ma mère m'a serré la main et a dit « Je suis désolé, je ne savais pas que tu avais eu autant de mal. » Mon père m'a tapoté l'épaule et a dit « Je suis fier de toi. » Le lendemain, la vie quotidienne américaine a commencé. Au début, tout était étrange. La nourriture était trop sucrée, trop salée. Les gens parlaient trop fort, ce qui était aussi étrange. Le plus étrange, c'est que les manières auxquelles j'étais habitué en France me semblaient ici peu naturelles. Rencontrer d'anciens amis était encore plus compliqué. Mes amis du lycée qui m'avaient ignoré m'ont soudainement contacté pour me dire qu'ils voulaient me voir. Au début, j'ai refusé, mais finalement, j'ai rencontré quelques amis dans un café. Ils étaient étonnés de mon changement et n'hésitaient pas à me complimenter. « Waouh, Sophie, tu es vraiment devenue jolie. Dis-nous comment tu as fait pour maigrir. » Ces mots me semblaient vides. Pourquoi maintenant s'intéressait-il à moi? Est-ce que j'étais seulement définie par mon apparence?